Faire débuter deux rookies dans une petite structure, tel fut le pari de Peter Sauber en 2001. Leur première arme, la Sauber C20. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui à la petite merveille suisse de 2001, j'ai nommé la Sauber C20. Depuis 1993, l'écurie Sauber tente de se faire une place parmi les plus grands, mais jusque-là, la plus haute marche s'est toujours refusée. La petite structure helvétique, bien que modeste, permit à certains noms de monter en puissance. Cet atout, comblé à un rapprochement de Ferrari en fin de millénaire, fait espérer de grandes choses pour le team, mais pour autant, les résultats sont décevants. Ceci n'empêche cependant pas les commanditaires de se presser à la porte pour s'afficher sur les montures d'origine bleue, associant à merveille le rouge et jaune de Red Bull au vert de Petronas. Oui mais voilà, en 2001, un nouveau sponsor fait son entrée et la livrée se voit désormais parée du blanc de Crédit Suisse. Mais le panel de couleurs n'est pas le seul changement par rapport à ses devancières, car la C20 en est bien différente. Bien qu'étant une évolution de la précédente et moyenne C19, la nouvelle monoplace innove sur plusieurs points. Tout d'abord, l'aérodynamique. Durant de longues semaines, Sauber aura travaillé en soufflerie, amenant sur sa création des éléments souvent copiés par la suite, à commencer par les dérives sur l'arrière des pontons au niveau des roues arrière. Pour compléter cette panoplie, l'équipe fait installer, selon les tracés, des ailettes supplémentaires ou des cheminées afin d'évacuer le surplus de chaleur du bloc. À l'avant, l'aileron est également retravaillé pour apporter un appui important, notamment dû à la largeur de l'aile sous le museau. Une autre innovation de la C20, ce sont ses points d'accroche pour les bras de suspension avant. Alors que ces bras se rejoignent normalement sur un seul point sous la voiture, l'équipe suisse fait le choix de les maintenir sur deux quilles séparées, une solution aérodynamique qui fera des émules dès l'année suivante. Sous le capot moteur se retrouve le V10 Ferrari de l'année écoulée, rebadgé Petronas, le géant pétrolier malaisien. Si cette armada fait rêver, le choix des pilotes fut discutable. Le premier volant est attribué à Nick Heidfeld, pilote Prost l'année passée, sans aucun résultat probant. Le second est bien plus étonnant puisque c'est le jeune Kimi Räikkönen qui devient l'heureux élu. Le Finlandais, totalement inconnu au bataillon, aurait pu se voir privé de volant si la FIA ne lui avait finalement pas attribué sa super licence. Car il faut dire que le futur Iceman n'est que très peu expérimenté en monoplace. Avec seulement 23 départs dans sa carrière, dont une grande partie menée à l'arrivée, il débarque dans un monde où chaque pilote a travaillé dur en catégorie inférieure pour en arriver là. Les yeux seront bien évidemment braqués sur lui, de même que sur Peter Sauber et ses choix audacieux. Comme depuis 1996, la saison s'ouvre en Australie sur le tracé urbain de l'Albert Park. Les surprises sont monnaie courante sur la piste de Melbourne mais ne reflètent souvent pas la réalité du reste de la saison. Nombreux sont les nouveaux noms qui s'affichent pour la première fois dans les paddocks, et pas des moindres. Alonso, Montoya, Räikkönen, un beau tir groupé de futures stars. Pour la première qualification de l'année, les pilotes Sauber se classent en milieu de grille mais c'est bien le dimanche que les points sont glanés. Et pour cette première, les C20 impressionnent. Certes, les abandons sont nombreux mais les machines suisses devancent facilement et à la régulière les Jaguar, Benetton, Jordan, Minardi et autres Arrows. La course est marquée dès ses premiers tours par le gros accident impliquant Ralf Schumacher et Jacques Villeneuve, ce dernier décollant dans les barrières de protection, tuant un commissaire qui se trouvait là au mauvais endroit, au mauvais moment. Les jeunes pilotes évitent les embûches et les problèmes mécaniques, grimpant petit à petit dans la hiérarchie. Au 41e tour, les voici respectivement 5e et 7e, des places qu'elles garderont jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier. Un bon résultat en somme qui se vit amélioré après la course, suite à l'application de la pénalité de Panis, soit un rang de mieux pour les deux Sauber. Dans les points pour sa première course, Räikkönen fait taire tous ses détracteurs, le critiquant pour son jeune âge et son expérience de la monoplace. Et que dire de Heidfeld, brillant 4e devant la Jordan de Frentzen. L'entame de saison est rêvée pour Peter Sauber qui retourna durement à la réalité sur le tracé de Sepang, en Malaisie. Dès le départ, le Finlandais doit s'arrêter, transmission cassée avant même le premier virage. Ce ne sera pas mieux pour son équipier allemand, pris au piège par la tempête comme la majorité des pilotes d'ailleurs. Si les Ferrari s'en sortent in extremis, la C20, elle, reste bloquée dans les graviers. La pluie qui fit à nouveau son apparition au Brésil, perturbant le jeune Räikkönen, échouant dans l'herbe après une course anonyme. Mais sur l'autre monture, Heidfeld est déchaîné. Longtemps 5e, il réalisa un imparable dépassement sur Trulli avant de profiter de la tardive casse-moteur de Frentzen pour remonter au 3e rang, place qu'il ne quittera alors plus jamais. C'est son premier podium en Formule 1, le premier d'une Sauber depuis le déluge de Spa-Francorchamps 1998. Peter Sauber est à la fête car lui-même ne se serait pas attendu à pareil résultat. Malgré 3 abandons, l'écurie suisse s'affiche alors comme un étonnant outsider qui, sans erreur de jeunesse, pourrait bien croire en ses chances de figurer en haut de tableau.
Les monoplaces rejoignent ensuite l'Europe pour le Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Les premières améliorations apparaissent dans chaque écurie, preuve du développement constant des voitures. Toujours discrètes en qualification, les Seva restent bloqués en fond de top 10, sensiblement moins rapides que les Jordan. Très régulier, Raikkonen aligne les tours sans pouvoir remonter dans le classement avant d'être trahi par sa direction. C'est déjà la 3e fois qu'il renonce alors que dans le même temps, Hetfeld garde le cap, profitant des abandons pour retrouver le top 10, puis le top 8. Mais les machines jaunes d'Eddie Jordan sont meilleures et s'adjugent les derniers points en jeu aux grandes dames de l'Allemand, pourtant bien placé pour glaner une unité. Il ne manqua d'ailleurs pas de saisir cette opportunité à Barcelone lors d'un Grand Prix au scénario impensable. Alors que la FIA réintroduit officiellement l'antipatinage en Formule 1, Coulthard ne parvient pas à s'envoler lors du tour de formation, le repoussant à l'arrière de tout le peloton. Les problèmes chez McLaren ne font que débuter, et si la course est plutôt calme, le sort s'acharne dans les tout derniers instants. Dans l'ultime boucle, le moteur de Häkkinen rend l'âme alors qu'il possédait une belle avance sur son plus proche poursuivant, Michael Schumacher. Le Finlandais est dévasté, au contraire de l'Allemand de Sauber, recueillant un point miraculeux dans les tout derniers moments. A contrario, Raikkonen n'empoche que la 8ème place et beaucoup recommencent à penser que le jeune Finlandais est peut-être arrivé trop vite dans la discipline. Mais le futur Iceman n'est pas du genre à se démotiver, ce qu'il prouva 2 semaines plus tard en Autriche sur la 1 ring. Après un départ ayant vu 4 voitures scotchées sur la grille à cause de défauts d'antipatinage dont la C20 de Hetfeld, le Finlandais prend la poudre d'escampette, se battant royalement pour la 3ème place avec Verstappen, Michael Schumacher et Barrichello. Un arrêt ravitaillement très long plus tard, le rookie tient le bon rythme pour maintenir une exceptionnelle 4ème place et ramener ainsi de gros points à son écurie, désormais revenu à une petite unité de sa rivale Jordan. Pour l'Allemand, le problème du départ lui coûta cher mais sans jamais abdiquer, il parvient à remonter dans le top 10 mais bien loin des places d'honneur. Dans les rues de Monaco, les inquiétudes sont grandes pour Peter Sauber et ses 2 pépites, peu habitués à rouler entre les rails. Hélas, la manche monégasque finira par prendre une mauvaise tournure. À la sortie de l'épingle du loft, Hetfeld se fait percuter par Verstappen qui l'envoie tout droit dans les barrières de protection. Pour l'autre C20, rien ne va mieux. Alors qu'il évoluait au creux du peloton, le Finlandais regagna les stands pour résoudre un problème mécanique. Avec 5 tours de retard, ses espoirs de bien figurer sont anéantis. Pire encore, la rivale Jaguar parvient à faire grimper Irvine sur la 3ème marche du podium, synonyme de gros points pour le championnat. À ce moment précis, derrière les intouchables Ferrari, McLaren et Williams, Sauber talonne Jordan, mais Barr et Jaguar sont loin d'avoir dit leur dernier mot. La bataille s'annonce rude tout au long de la saison. La lutte se poursuit outre-Atlantique avec la Manche canadienne, un tracé souvent sujet aux accidents et aux problèmes de frein. Les deux pilotes Sauber s'y acclimatent facilement, Raikkonen réalisant le 7ème chrono lors des qualifications, à quelques dixièmes seulement des premières positions. Sa course se démarre bien et après quelques boucles, le voici déjà parmi les 6 premiers. Moins de chance pour l'autre C20, accroché au second tour par Irvine avant d'être violemment projeté contre le mur de pneumatique de la première chicane, heureusement sans mal. Tous les espoirs de l'écurie helvétique reposent alors sur la jeune recrue, toujours aussi rapide en course. Malgré une résistance face à l'étonnant Alesi et une prot revigorée, le Finlandais poursuit sur sa lancée de bonnes performances en inscrivant une nouvelle 4ème place finale. Le clan suisse peut se réjouir car grâce à sa performance, Raikkonen propulse son écurie au 4ème rang du championnat. De retour en Europe pour le Grand Prix du même nom, les C20 ne sont plus autant à la fête. Toujours coincées au milieu du paquet, elles peinent à remonter parmi les leaders lors du départ. Durant les 3/4 de l'épreuve, les 2 voitures multicolores restent roue dans roue mais une mauvaise stratégie les fait redescendre dans la hiérarchie. Les points sont impossibles à atteindre sur le Nürburgring, mais le rendez-vous est déjà pris en France pour renverser la situation. À Manicourt, alors que la mi-saison est franchie, les Sauber sont enfin de retour dans leur rôle d'outsider. Après un superbe départ, Raikkonen rentre peu à peu dans le rang, s'effaçant devant son équipier avant de ravitailler pour la première fois. Après s'être débarrassé d'Arvine et de Frenzen, les 2 jeunes pilotes s'efforcent de réaliser des tours plus rapides les uns que les autres, mais le temps manque et sous drapeau à damier, seul l'Allemand parvient à accrocher un petit point, juste devant l'autre voiture du team. Aucune jalousie en perspective pour le Finlandais, auteur d'une course splendide à Silverstone, tout comme Hetfeld, les 2 hommes achevant pour la seconde fois de l'année leur Grand Prix dans la zone des points. Avec 3 unités supplémentaires, l'écurie de Peter Sauber poursuit sa prise d'ascendance sur ses principaux rivaux que sont Jordan et Barr, mais avec si peu d'écart, rien n'est encore assuré. Il ne reste que 6 courses dans ce championnat 2001 très disputé, du moins si l'on enlève Michael Schumacher et Ferrari des classements. Les rouges dominent largement jusqu'ici, mais le retour en force des Williams BMW pourrait chambouler cette fin de saison. À l'aube du Grand Prix d'Allemagne, Hetfeld et Raikkonen sont presque à égalité parfaite, l'Allemand ne devançant son équipier que pour un petit point. Sur le très rapide circuit d'Hockenheim, le moteur est roi. Par chance, le V10 Ferrari, bien que dépassé par l'actuel, est toujours aussi puissant, un moindre mal compte tenu des interminables lignes droites allemandes.
Malgré près de 2 secondes rendues sur un tour, les C20 sont très bien placés en 4ème ligne derrière les ténors de la discipline. L'envol est moyen, mais les machines suisses ne perdent pas de place. Derrière elles, le spectacle est effroyable. Au ralenti au cœur de la meute lancée, le baron rouge se fait violemment percuter par la prosse de Bertie, qui s'envole dans les airs telle une fusée, avant de lourdement retomber sur une arrose passant au même moment. Plus de peur que de mal pour le Brésilien, présent sur la grille pour le nouveau départ. Si le premier virage est franchi sans encombre, tout le monde, la première chicane sera fatale au local de l'étape, Hetfeld. Accroché par un De La Rosa en perdition au freinage, l'Allemand n'aura pas profité très longtemps du soutien inconditionnel du public, bien qu'étant entièrement voué à Schumacher. Des Sauber et des Jaguars qui feront course commune puisque quelques tours plus tard, les 2 machines rescapées de chaque écurie renoncent en même temps au stand, problème de transmission pour Raikkonen. La désillusion est grande pour Peter Sauber qui voyait ici une opportunité en or pour grappiller de précieuses unités. Ce sera chose faite en Hongrie sur le tourniquet de Budapest, course voyant le sacre de Michael Schumacher pour la 2e année consécutive, tout comme la Scuderia Ferrari, elle aussi championne sur le Hungaroring. Après un Grand Prix peu agité et le point de la 6ème place décroché par Heidfeld, les monoplaces s'envolent vers la Belgique et le redouté circuit de Spa-Francorchamps. Avec la vitesse de pointe démontrée en Allemagne, tous les espoirs sont permis et pourtant les C20 sont très loin lors des qualifications, la faute à la météo et à la pluie inondant la piste ardennaise. Le classement a de quoi surprendre notamment avec la présence de Frentzen au 4ème rang, transféré chez Prost en cours de saison. Raikkonen prit un plutôt bon envol, se glissant parmi les 8 premiers à la lutte avec la barre de Villeneuve et l'étonnante Benetton de Fisichella. Mais au 4ème tour, c'est le drame. Luciano Berti, le même violemment accidenté à Hockenheim, frappe de plein fouet le mur de pneumatique à Blanchimont après qu'Arvine lui ait arraché son aileron avant. Les images tournent en boucle et donnent froid dans le dos. La Prost est disloquée, le casque du malheureux pilote très abîmé. Fort heureusement, le Brésilien s'en tira miraculeusement, bien que touché au niveau du cou et du dos. Le Grand Prix est inévitablement arrêté, ce qui ne plaît pas à la Sauber du Finlandais, arrêté suite à un problème de transmission. Avant que le second départ ne soit donné, une image insolite tourne sur tous les écrans. La Williams de Ralf Schumacher est bloquée en l'air, ses mécaniciens n'ayant pas eu le temps de bien remplacer l'aileron arrière avant le démarrage des voitures. S'il est repoussé en fond de grille tout comme son équipier colombien un peu plus tôt, il n'eut pas de mal à se débarrasser de Hetfeld, l'Allemand abîmant sérieusement sa moustache et sa suspension avant dès l'épingle de la source suite à un contact avec De La Rosa. 3 courses, 2 doubles abandons, voilà qui ne ravit pas Peter Sauber et son incroyable 4ème place au classement des constructeurs. Avant d'aborder le Grand Prix d'Italie, l'écurie helvétique se rend à Manicourt pour mener une série de tests sur 3 jours. Si les 2 premiers conclus par Hetfeld se passent sans problème, l'ultime roulage se termina dans le mur pour Raikkonen. La sortie est importante et le pilote est transféré à l'hôpital pour des examens complémentaires. Le dos est touché mais le Finlandais se remet sur pied pour attaquer la course la plus rapide de la saison. Mais à Monza, personne n'a le cœur à la fête. Quelques jours auparavant, les terribles attentats du 11 septembre frappent le monde de son horreur. Les équipes font part de leur deuil, notamment Ferrari qui choisit de courir avec une monoplace dénuée de sponsors et arborant un museau complètement noir. L'envie n'y est pas toujours mais le sport reprend le dessus. Plus à l'aise qu'à Spa-Francorchamps, les C20 atteignent une nouvelle fois le top 10, mais avant même le départ, un problème est détecté sur la machine de l'Allemand, l'obligeant à démarrer depuis la voie des stands, entachant grandement ses chances de bien figurer. Seul Raikkonen put se battre au sein du peloton, passant à côté de la 6ème place de Villeneuve pour à peine quelques dixièmes de seconde sous le drapeau à damier. L'aventure européenne se termine mais rien n'est encore gagné pour Sauber, toujours 4ème mais avec une avance réduite à 3 points sur barre. À Indianapolis, les mauvais souvenirs sont encore dans les têtes de tout le monde. Le Grand Prix, disputé seulement 2 semaines après les terribles événements, rassemble énormément d'Américains en quête de meilleurs moments et de fêtes. Qualifié 6ème, Hetfeld réalise la meilleure qualification de la C20, ne passant à côté de la pole pour seulement 7 petits dixièmes. Une bien belle performance. Pour le Finlandais, la manche américaine est plus compliquée. Seulement 11ème sur la grille, il est contraint de renoncer après 2 petits tours, transmission encore cassée. Heureusement, celle de son équipier allemand tient le coup, et grâce à l'abandon tardif de Barrichello, il parvient à reprendre sa 6ème place initiale, inscrivant au passage un point de plus, le dernier de la C20. Car à Suzuka, les Sauber sont loin du compte. Sur un tracé faisant la part belle au talent et au réglage, les 2 jeunes pilotes sont pénalisés. L'Allemand échappe aux embûches et rallie l'arrivée sans encombre, à l'inverse de son équipier, en tête à queue suite à un bris de suspension, avant d'être percuté par Alesi qui voulait l'éviter. La saison s'achève ainsi pour Sauber avec une belle 4ème place au classement constructeur, une bien belle performance pour une équipe ayant vu juste avec ses petits nouveaux. Pareil gagné. Au final, la Sauber C20 aura récolté un seul et unique podium, mais les prestations des pépites de Peter Sauber auront contribué à faire de cette équipe le meilleur outsider de cette folle saison 2001.
Jamais le team helvétique n'avait réalisé une telle performance, et ce résultat ne sera plus jamais reproduit si l'on accepte la période BMW. Pour ce qui est des pilotes, leur chemin semblait tout tracé. Affilié à McLaren, Hetfeld eut la désagréable surprise de voir son équipier lui voler le bac à vacant de Mika Häkkinen pour 2002, l'obligeant à rester une année supplémentaire chez les Suisses. Pour Häkkinen, cette opportunité fut celle à saisir. Et le choix des grilles fut plutôt bon, un choix bien aiguillé par son compatriote champion, se retirant pour jouir d'une année sabbatique toujours en cours. Alors, à quand le retour ? Si la Sauber Petronas C20 devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'en 17 Grands Prix, elle n'aura pas récolté de victoires de pole position ou de meilleur tour, mais bien un podium à Interlagos grâce à la belle course de Nick Heidfeld, une belle prouesse pour une si petite équipe. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixsite.com/un œil dans le rétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.